Amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 avril et il est exactement 8h13, jour et heure d'enregistrement de la dite vidéo. Alors avant d'aborder la vidéo concernant le cycle de lunaison, j'ai pensé qu'il serait intéressant de regarder le ciel du 1er mai. Puisque le cycle d'une lunaison va arriver dans la foulée, juste derrière. Et j'ai dit je me suis dit, qu'il serait intéressant de regarder l'état du ciel, puisque nous savons tous que ce défilé du 1er mai va être un jour important. Hein. D'ailleurs, dans l'histoire, ça remonte à 1890. Ça s'appelait, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on n'appelait pas ça la fête du travail à l'époque. Hein. C'est une journée qui s'est inscrite dans l'histoire parce que ça a été une journée de mobilisation, une journée où également les ouvriers sont descendus dans la rue pour demander la journée de travail de 8 heures, etc., etc. Après, sous le régime de Vichy, Pétain a récupéré cette journée et l'a appelée, lui, la fête du travail. Donc il y a toute une chronologie dans l'évolution de cette journée, sans oublier que cette journée a marqué aussi la mobilisation de 200 000 ouvriers aux États-Unis, et ça s'était très très mal terminé. Il y avait eu des affrontements très violents, des morts, et parmi les ouvriers, certains avaient été condamnés à la pendaison. Ça avait été d'une violence extrême également aux États-Unis. Alors voilà donc, vous avez sous les yeux le ciel du 1er mai 2023. Alors l'élément significatif, selon moi, c'est cette lune en Vierge, opposée à Neptune au carré de Vénus. Vous voyez, on a ce qu'on appelle le carré hanté. Opposition Lune-Neptune relayée par un double carré à Vénus. Alors le Neptune-Poisson, c'est le rassemblement, hein. C'est la grande vague. La Lune, ça symbolise le peuple dans le signe de la Vierge. Donc, on voit qu'il y a une... Comment dirais-je? Il y a une raison, bien entendu. On ne descend pas dans la rue sans raison. Il va sans dire. Une Lune Vierge, donc vous savez que la Lune Vierge, c'est la Lune qui se met au service. Donc, une Lune qui est quand même très rationnelle, là. Il y a quelque chose qui est inscrit. C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a là une certaine, comment dirais-je, opposition. Là, on est plutôt dans un monde irrationnel avec Neptune-Poisson. Alors la Lune qui marque l'inconscient également en Vierge, signe rationnel, la Vierge. Donc on pourrait voir dans cette opposition une grande, je dirais, contradiction. Hein, mais en même temps, moi je vois plutôt la force d'un idéal. Vous voyez, il y a quelque chose qui rassemble les gens, un courant, un idéal qui les réunit, un élément qu'ils portent en eux, qui les tient à cœur émotionnellement parlant, et la Lune qui, elle, a en retour très structurée, qui sait ce qu'elle veut, et donc il y a là une forme de, je dirais, de dialectique qui trouverait sa résolution par Vénus, en fin de compte, hein, qui est dans le signe des Gémeaux, qui est également sous la gouverne de Mercure. Hein. Et ce Mercure, précisément, qui intervient beaucoup dans cette journée, eh bien, on voit que ce Mercure est conjoint au Soleil. Hein. Il a fait ce qu'on appelle sa conjonction inférieure au Soleil, puisqu'il est actuellement dans sa phase de rétrogradation. Donc, de sa phase épiméthée, maintenant, il passe à sa phase prométhée. Hein. Donc, c'est-à-dire que au mi-temps, si vous voulez, de cette rétrogradation de Mercure, on commence à y voir un petit peu plus clair, on a un petit peu plus de discernement, alors que dans sa phase antérieure de début de rétrogradation, il fallait prendre infiniment de recul par rapport aux décisions qu'on allait prendre. Et on voit que cette journée donc de rassemblement, de défilé, se fait sous une conjonction Soleil-Mercure, qui est dans l'ordre d'une conjonction à Uranus, qui est la planète des réformes, la planète de la révolution, tout au moins. On veut apporter du neuf et on veut que ça change. Donc ce Mercure-là, conjoint au Soleil, hein, marque quand même la nature très claire, très structurée. Ça se passe en signe de terre, hein, Vierge, Taureau également. Alors si je mets par exemple la domification, alors la domification serait pour Paris, je l'ai mise à 14 heures. Vous voyez, alors la domification, nous aurions un ascendant Lion pour 14 heures à Paris. Hein.
Donc le Soleil, qui est le maître d'ascendant, est conjoint à Mercure, précisément. Vous voyez? Donc on voit que là, il y a un rapport entre, on va dire, le moi profond collectif, passez-moi cette formulation qui en soi, sur un plan psychologique, n'a absolument aucun sens, mais c'est pour vous faire comprendre ma pensée. Donc on va dire que le moi profond collectif, eh bien ma foi, épouse les valeurs du Mercure, lequel intervient dans cette lunaison d'une façon très aiguë, puisqu'il va maîtriser la Lune, également, et également Vénus, puisque celle-ci est à l'intersection et la clé de voûte de cette opposition-là. Donc on voit que les deux planètes, en fin de compte, affectives, la Vénus qui marque la concorde, l'harmonie, l'équilibre, c'est tout sauf la bellicosité, la Lune qui marque là, pour le coup, le peuple, mais aussi les sentiments. Ces deux planètes sont liées, il y a un carré parce qu'il y a un mécontentement dans tout ça. Il y a quelque chose qui coince, comme j'ai l'habitude de le dire, vous le savez à présent, là où il y a un carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut faire une pause pour essayer de comprendre et du mieux que l'on peut tenter d'arrondir les angles. Ce n'est pas toujours facile, il est vrai, mais on voit quand même que ces deux planètes-là, il y a un carré parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas, porté par cet idéal, cette grande vague qu'est Neptune. Et là, on a deux planètes d'eau, hein. Ce ne sont pas des planètes, comment dirais-je, limitatives, restrictives. Au contraire, elles sont expansives. Donc, on peut penser que ça va être une journée, un rassemblement très très important. Le ciel, tout au moins, témoigne en ce sens. Nous voyons que cette Vénus est au sextile de Jupiter, hein, toujours. Alors certes, 3 degrés, nous avancons. En plus, c'est un sextile appliquant, puisqu'au fur et à mesure, le sextile va devenir de plus en plus exact. Donc là, Jupiter en bélier, comme je vous le dis, Jupiter symbolise le combat pour les droits. Hein. Et si on fait intervenir Eris, qui est la planète de la discorde, on voit le lien qu'il y a entre les deux. Vous voyez, Eris est à 24 degrés du bélier, conjoint à Jupiter. Donc on voit la raison. Il y a une discorde qui est là, dans cette mobilisation. Et puis notez aussi que le milieu du ciel est quand même encadré par Soleil, Mercure, Uranus, ce n'est pas rien. Hein. On voit que le zénith culmine vers ce besoin de changement, et puis même de révolution dans le sens de revoir, de tout revoir de fond en comble. Je crois que c'est de plus en plus présent dans la conscience des gens qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans cette 5e République. Alors j'ai reçu des mails me disant que c'était pas la 5e République le problème, c'était ceux qui étaient à la tête du gouvernement. Mais il y a un effet de va-et-vient, il y a un effet pervers. Parce que vous savez, souvenez-vous de François Mitterrand. Il avait déclaré que cette 5e République n'avait plus lieu d'être et qu'il fallait revoir la Constitution. Souvenez-vous, une fois qu'il a été dans le fauteuil, il n'a pas touché la Constitution. Celle-ci est tellement confortable pour le chef d'État. Ils n'ont pas envie de la toucher quand ils sont en place. Donc on voit qu'il y a un effet pervers dans tout ça. Et puis ça correspondait à une époque, ça correspondait à la dimension de De Gaulle. Aujourd'hui on a des technocrates et maintenant on a des banquiers. Donc les valeurs ne sont plus les mêmes, la vision du monde n'est plus la même, les valeurs ne sont plus les mêmes et on voit le résultat avec notre actuel président de la République, M. Emmanuel Macron, qui est un produit pur de ce système, de ce monde de la finance. Voilà, on a un financier, un banquier à la tête du pays qui mène le pays comme... il ne le mène pas avec une vision politique. Hein. La politique, dans le sens de Platon, ça n'existe pas. C'est absent chez lui. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, on voit qu'il y a ce besoin, là, Uranus, cet encadrement de transformer les choses. Alors, on a toujours ce Mars en Cancer qui est sous la maîtrise de la Lune. Hein. Donc un Mars qui est très réactif, on voit qu'il est en lien direct avec la Lune, et puis au sextile d'Uranus, hein. On a un sextile parfait Uranus-Mars, alors là, c'est quand même Terre-Eau, ça se nourrit fort bien, et ce sont deux planètes de feu, hein. Ils sont liés par... Alors le sextile est plutôt un aspect, je vais dire bienveillant, ça ne veut pas dire qu'il y a des aspects malveillants, hein, comprenez bien mes propos, mais moi je le considère mercuro-vénusien, il est constructif. On voit qu'il y a quand même dans ces manifestations une volonté. Ce sont pas des casseurs qui descendent dans la rue. Hein. Ce sont pas des populistes
comme l'a déclaré dernièrement Emmanuel Macron. Ce ne sont pas des gens qui sont hors sol. Ce sont des gens qui descendent parce qu'il y a quelque chose. Il y a une volonté qui les amène à descendre dans la rue et à piétiner le macadam. Alors dans tout ça, évidemment, il y aura toujours des groupuscules qui vont s'infiltrer et qui vont venir faire de la casse. Malheureusement, c'est inévitable. Mais on ne peut pas réduire ce mouvement de contestation suite à la réforme des retraites et tout ça à une bande de casseurs et de populistes. C'est pas possible. On peut pas accepter ce type de propos non plus. Hein. C'est pas recevable. Alors voilà un peu, vous voyez, alors on a un Saturne, j'ai oublié de le regarder, important, qui est en Poisson. Alors il est libre, lui, vous voyez, il est féral. La structure dans le signe de Neptune, hein, donc, comme je dis, hein, la cathédrale au milieu de l'océan. Alors, il faut vraiment que les fondements soient très, très, très solides, parce que là, Saturne est obligé de s'adapter à un monde qui n'est pas le sien en réalité. Hein. Ils sont quand même ils sont très opposés, Saturne et Neptune. D'ailleurs, vous remarquez qu'ils sont tous les deux dans le signe des Poissons. Mais en même temps, on voit que ce Saturne, qui est sous la maîtrise de Neptune, hein, et il va y rester pendant 2 ans et demi, hein, eh bien, il est nourri des valeurs quand même de Neptune. Donc ce Saturne est obligé de s'ouvrir, de s'adapter, de laisser davantage passer la parole liée aux émotions, à l'intuition, à cette forme aussi d'utopie qui est liée à Neptune. Hein. Donc c'est plutôt un Saturne quand on le vit bien, quand il est bien incarné, parce que la problématique de Neptune, c'est l'incarnation. Hein. C'est le fantôme Neptune, hein, c'est l'invisibilité. Hein. Alors là, Saturne évolue dans le monde des Poissons. Donc c'est vrai que ça l'oblige à faire preuve de beaucoup plus de souplesse. Mais là, il est libre, donc on voit que la structure est libre. Hein. Alors Pluton est à 0 degré du Verseau, comme vous le savez, au trigone de Neptune. Et au carré de Jupiter, bah oui, hein, on a un carré Jupiter-Pluton, hein, qui est en place. Carré qui va aller en se renforçant parce que Jupiter va arriver en Taureau au mois de juin, donc on aura un carré exact Jupiter-Pluton. Là aussi, le rapport au pouvoir, Jupiter c'est tout ce qui est lié à la légalité, au pouvoir, au carré de Pluton. On voit que ce pouvoir-là est aussi vu à être transformé, revu, mais de fond en comble. Hein. Sans oublier l'avancée de Mars aussi en Cancer qui va arriver à l'opposition de Pluton. Je vous en parlerai parce qu'il y aura une nouvelle lune qui ne va pas être très très bonne pour Emmanuel Macron, tout au moins les configurations sont assez lourdes pour lui. Mais voilà en fin de compte le ciel du 1er mai. Donc on peut, évidemment vous me direz... point n'était besoin de regarder, pour parler pompeusement, hein, point n'était besoin de regarder la carte du ciel pour imaginer qu'il y aurait une forte mobilisation, mais il y a un parallélisme, une synchronicité, on voit, avec surtout ce grand carré là hanté, Lune-Neptune avec Vénus. Et Vénus, en plus, j'ai oublié de vous le signaler, mais je pense que vous l'aurez noté par vous-même, Vénus est maîtresse du Soleil, de Mercure, du milieu du ciel et d'Uranus. Hein. Et elle est dans le signe de Mercure, qui est un signe d'élan, enfin, signe d'élan, non, les signes d'élan, ce sont les signes cardinaux, pardonnez-moi, mais ce que je veux dire, c'est que le signe du Gémeaux avec Mercure, c'est un signe de rapidité, de vélocité, c'est pas de l'immobilité, au contraire, c'est aussi un gain de jeunesse, il y a quelque chose là de vivant, il y a un souffle, c'est un signe d'air, donc on voit qu'il y a une Vénus qui est très, très mobilisatrice également dans tout ça. Alors maintenant, écoutez, on va passer à la prochaine lunaison, donc laissez-moi quelques secondes pour vous la faire apparaître. Donc voici la prochaine lunaison qui va avoir le 5 mai, qui aura lieu, le 5 mai 2023. Hein, donc 4 jours après le 1er mai, il va sans dire, et on voit que cette pleine lune se fait dans le signe du Scorpion, dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors, une pleine lune en Scorpion, bon, certes, la lune en Scorpion, on dit qu'elle est en chute, puisque on l'a dit exaltée en Taureau, donc là, elle est dans son signe opposé, on dit qu'elle est en chute. C'est une pleine lune sous dominante plutonienne et martienne, vous voyez. Donc, encore une pleine lune qui est plutôt sombre, il est vrai. Elle est quand même dans l'axe des nœuds lunaires, donc elle est forte, encore. Une pleine lune, donc, très plutonienne, donc une pleine lune très...
à la fois, elle est très riche sur un plan, je dirais, métaphysique. Hein, je résume ma pensée. Une lune qui va être très instinctive, très intuitive, très aiguë, voire extrêmement perspicace. Mais en même temps, sur un plan affectif, c'est une pleine lune qui est plutôt malmenée, plutôt tendance à être blessée par le fait qu'elle est quand même dans le signe de Pluton et de Mars. Ce ne sont pas deux planètes qui sont forcément confortables pour cette chère lune qui est plutôt faite pour les sentiments, la douceur. Donc ça peut, sur un plan général, donner du vague à l'âme, ça peut donner une humeur sombre, on peut se sentir un petit peu entre deux eaux. Alors ça touche principalement évidemment les natifs du deuxième décan des Scorpions et du Taureau, mais également des Verseaux et du Lion, hein, puisque ça joue par carré. Hein, et ça va toucher également natif deuxième décan Capricorne et Cancer par sextile, hein, et natif deuxième décan Poisson Cancer par trigone. Hein. Voilà exactement comment cette pleine lune va irradier, je dirais, sa lumière sur les autres signes, hein, sachant que une pleine lune, eh bien ma foi, elle reçoit toute la lumière du soleil, c'est l'alignement lune, terre, soleil, comme je vous l'avais expliqué précédemment. Alors maintenant, on va voir comment évolue le ciel de cette pleine lune. On va positionner tout de suite Pluton et Mars, parce que ce sont les deux planètes qui en maîtrise sur cette pleine lune. Donc on va positionner la première, la plus rapide, c'est Mars, immédiatement. Voilà. Alors on voit que Mars, lui, il est au trigone de la Lune. Vous voyez. Alors un trigone qui est impliquant, parce que la Lune va avancer de plus en plus au trigone exact de Mars. Hein. Donc on a là un Mars trigone Lune, donc il nourrit cette Lune natale, hein, par maîtrise. On peut dire qu'il y a même là une réception mutuelle. Hein. La Lune, qui est maître du Cancer, est en Scorpion, et Mars, qui est maître du Scorpion, est dans le signe du Cancer. Donc on a là ce qu'on appelle une réception mutuelle, soutenue par un trigone. Donc je dirais qu'on c'est une lunaison donc qui est vraiment marquée par les signes d'eau. Les signes d'eau, c'est la réceptivité, c'est aussi les émotions, c'est une sensibilité à fleur de peau, à la limite parfois de la susceptibilité, donc c'est un moment où il faudra faire attention. Hein. Bien que ce soit un trigone, il n'en reste pas moins que c'est quand même Mars et la Lune qui sont en relation. Alors ça veut dire que s'il y avait des petits écarts d'humeur, des sautes d'humeur, bon, celle-ci n'irait peut-être pas très loin parce que c'est un trigone. On peut rattraper le coup. Hein, si on a une réaction un petit peu trop vive, eh bien on peut rattraper le coup. Hein. Et on va positionner Pluton tout de suite, puisqu'il intervient. Alors on sait qu'il est en Verseau, il est là. Alors il ne rentre pas en relation avec cette lunaison, il est libre, mais il est en Verseau dans le signe d'Uranus. Mais on va voir les relations qu'il entretient avec les autres planètes. Alors voilà pour l'instant l'état du ciel pour la pleine lune du 5 mai 2023. On a donc cette opposition Soleil-Lune qui marque la pleine lune et le trigone de Mars. Alors on va continuer et puis on va positionner Vénus puisqu'elle maîtrise le Soleil. Alors Vénus, elle est dans le signe des Gémeaux, bien entendu, puisque tout à l'heure vous vous souvenez que pour le 1er mai elle est en Gémeaux, donc elle continue à rester en Gémeaux. Là aussi elle est férale. Donc Vénus, qui est la planète de l'harmonie, hein, je me répète, pardonnez-moi, la planète de l'amour aussi, hein, la planète de la concorde, une planète pacifique. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a une planète, comment dirais-je, qui porte en elle la guerre. Hein, vous savez, c'est le fait que nous sommes habités par le symbole, et après, il y a également notre conscience qui va activer ce symbole, n'est-ce pas? Bon, on sait que la planète de la guerre, c'est Mars, c'est vrai. Bon, mais là, c'est devenu dans le signe de Mercure. Alors, ma foi, ça peut donner des amours heureuses, mais peut-être un petit peu éphémères. Hein. C'est un moment où il faut vivre l'instant, ne pas trop se poser de questions. Ça peut donner des moments exaltants sur le plan amoureux, mais qui n'auront peut-être pas de suite. Alors attention, il ne faut pas trop s'emballer, parce que Vénus maîtrise le cœur. Hein. N'oubliez pas que le Soleil, c'est le cœur. Et que, bien ma foi, elle a maîtrise sur ce Soleil-là, qui reçoit l'opposition de la Lune, qui marque les sentiments. La Lune, c'est l'âme, le Soleil, c'est l'esprit.
Hein, et Vénus est dans le signe de Mercure. Alors ça peut donner aussi des très très belles correspondances amoureuses, on écrit beaucoup, on s'exprime, c'est Mercure, c'est le lien, bref c'est pétillant, c'est agréable, avec peut-être un petit brin de superficialité, de légèreté, mais on a besoin de temps en temps de cette légèreté, de ce côté superficiel. On ne peut pas toujours être dans le sérieux en permanence, la gravité, ça devient très très vite irrespirable. Donc une Vénus plutôt belle, agréable, pétillante, virevoltante, voilà. Alors on va positionner Mercure, puisque Mercure a maîtrise sur Vénus tout de suite. Alors Mercure, lui, on sait qu'il est en Taureau. Hein, on a souvenir, il est toujours dans sa phase de rétro. Hein, alors il a fait sa conjonction inférieure au Soleil, hein, vous vous souvenez, je vous en ai parlé lors du 1er mai, mais il est toujours dans sa phase de rétro, et il participe également à cette pleine lune, il est à l'opposition de cette pleine lune, en conjonction de l'axe des nœuds. Alors, bon, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est un moment pour approfondir, là, vous savez un peu la signification du Mercure rétrograde, il est sous la maîtrise de Vénus. Donc si vous avez des projets créatifs, et peu importe la nature hein, de ces projets créatifs, c'est le moment de les fignoler, de les approfondir, voire d'apporter des corrections, voire des remises en question. Hein. Et pourquoi est-ce que je vous parle de remise en question? Ben, je vais tout de suite poser la planète qui évoque ceci, c'est Uranus, voilà, puisque Uranus maîtrise Pluton actuellement, puisque celui-ci est dans le signe du Verseau, et Uranus est conjoint au Soleil. On a quand même une conjonction Soleil-Uranus, hein, et on a un Uranus qui participe aussi de cette pleine lune. Donc là, on a un cocktail Soleil-Uranus, deux planètes de feu, hein, et Uranus est au sextile de Mars, vous voyez, Mars est au trigone de la Lune, donc on a deux planètes de feu, là, trois, pardonnez-moi, Soleil, Uranus, Mars, qui entretiennent une relation avec la Lune. Donc on a là quand même un climat qui est tout de même très, comment dirais-je, un climat qui est extrêmement tendu, un climat avec un phénomène un petit peu de cocotte minute, hein, tout de même, hein, parce qu'on a l'association de ces trois planètes de feu avec une lune plutonienne et martienne. Donc, il y a quand même un climat de grande tension, un climat de colère intérieure. Il y a quand même cet aspect qui est là, qui n'est pas à négliger. Hein. Alors, dans les vies individuelles, évidemment, comme je ne cesse de vous le répéter, superposez cette figure à votre thème de naissance, mais sur un plan collectif général, on voit que c'est la continuité du mécontentement. Hein. Là, c'est clair. Hein. Donc, il va falloir surveiller ce demi-cycle de lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune, voir un peu dans quel climat on va être, mais ça va quand même être un climat extrêmement tendu et quand même très très sombre. Hein. C'est cette lune en Scorpion là qui reçoit tout de même cet axe de tension Soleil, Uranus et Mars hein, qui nourrit. Hein. La résolution, vous voyez, de l'opposition passe par un Mars Cancer tout de même. Donc c'est pas vraiment comment dirais-je, c'est pas pacifique. Hein. Il y a quand même une colère qui est là, une tension. C'est aigu, c'est piquant, c'est tranchant, c'est pas reposant. Hein. Franchement, on voit que ce point de jonction passe par un Mars Cancer, donc qui est hyper réactif. Alors Jupiter, lui, bah, comme vous savez, Jupiter est fin Bélier, il est là. Hein, il entretient une relation avec Vénus et un carré à Pluton. Hein. Alors, ce sextile Vénus-Jupiter est plutôt positif, hein, c'est un bel aspect. Jupiter, c'est l'expansivité, il est dans le signe très très calorique, très chaud du Bélier, il entretient une relation avec Vénus. Bon, c'est plutôt un beau signe pour tout ce qui est la création, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Par contre, le carré à Pluton marque le lien avec le pouvoir, la contestation, la colère, etc., etc. Là, c'est entretenu et en plus, c'est un aspect qui va aller en se renforçant puisque Jupiter va avancer et au mois de juin sera au carré exact de Pluton. Hein. Donc, on a là, on voit les lignes rouges et les lignes noires qui sont très parlantes. Nous allons maintenant positionner Saturne. Comme vous le savez, on ne construirait rien sans Saturne. Et Saturne, lui, est en Poisson. Alors, il est au sesquicarré de Mars.
voyez? Et il est au sextile de Mercure, comme vous le voyez. Voilà. Donc on voit que la pensée, hein, Mercure c'est l'esprit, hein, est en rapport avec Saturne, un sextile, qui va en se renforçant, puisque Mercure rétrograde, donc il va former un sextile exact à Saturne. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se maintient, qui se, je dirais, se solidifie par ce Saturne-là, quand bien même est-il en Poisson, il n'en reste pas moins qu'il entretient ce sextile qui est un aspect, comme je dis, pour moi il est créatif, le sextile, il est mercuro-vénusien. Voilà. Donc on voit que ce Mercure-là est fort bien soutenu par Saturne. Bon. Alors le sesquicarré ne fait que renforcer la tension, hein. Comment dirais-je, là on est dans un rapport de Mars c'est la guerre, Saturne c'est la structure, Saturne c'est l'ordre, Mars c'est le désordre, enfin le désordre, oui ça peut être le désordre, la guerre, donc on voit qu'il y a un axe de tension qui est très très fort dans ce sesquicarré qui est là. Ensuite nous allons positionner la dernière, c'est Neptune qui est en Poisson. Voilà, alors Neptune Poisson, qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà, on voit que la formation du trigone de Mars à Neptune est en train de se former. Donc Mars-Neptune, même en trigone, bah, c'est Mars qui est porté, qui est nourri par la vague neptunienne. Donc ça veut dire que cette mobilisation-là, pour l'action, cette action mobilisatrice va se maintenir. Hein. Elle n'est pas prête de fléchir, hein, contrairement à ce qu'on croit. Hein. Là, au contraire, elle continue. Mais sous une forme neptuno-lunaire, donc peut-être moins véhémente, peut-être moins frontale, peut-être, mais elle existe, elle est encore là, elle ne lâche pas. Vous savez, c'est un peu le phénomène du tsunami, ça. Hein. Ça couve, voilà, c'est un trigone, ça couve, mais c'est là. Neptune carré Vénus. Alors oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'expression amoureuse, pas de plan sur la comète, faites-vous plaisir, vivez le présent, ce que la vie vous offre, parce qu'il y a ce petit carré à Neptune qui peut apporter une petite note, évidemment, de trop grande idéalisation de l'amour, un côté fleur bleue, et puis après, bah, ça peut apporter des désillusions. Donc, attention, hein, à ce moment-là, enfin, je vous dis attention. Enfin, si, des fois, les blessures d'amour sont des blessures qui peuvent mener très très loin. Il ne faut pas les minimiser, c'est vrai. Et vous avez noté qu'il y a un semi-sextile Jupiter-Neptune. Regardez, hein, Jupiter-Neptune qui est là. Important ce semi-sextile parce que vous vous souvenez que dans une précédente vidéo, je vous avais dit que depuis avril 2022, le cycle Jupiter-Neptune de la 5e a redémarré. Nous sommes dans le cycle. Et là, nous sommes au semi-sextile de ce cycle-là. Le cycle de la 5e, hein, à noter. Tout de même, il existe et il a toute son importance. Voyez, c'est-à-dire que le carré Neptune-Vénus trouve sa résolution par Jupiter. Sextile, semi-sextile. Voilà. Donc il y a quand même un aspect d'équilibre. Il y a quand même quelque chose qui vient maintenir, qui évite de trop se laisser embarquer dans des chimères. Et alors, les chimères peuvent être intéressantes sur un plan créatif, hein, mais après, le rapport avec le réel, quelquefois, ça peut s'avérer très très douloureux. Alors donc voilà, au final, la vision de cette lunaison, de cette nouvelle lune, pour être précis, du 5 mai 2023. Voilà. Donc, une lune quand même bien ambivalente, mais quand même avec une grande tension et une grande charge tout de même. Elle n'est pas si reposante que ça. Hein. On sent qu'il y a une colère qui est là, sous-jacente, qui est installée indéniablement. Hein. Il y a rien à faire. Hein. La carte du ciel là est très très parlante. Alors ensuite, en ce qui nous concerne les uns et les autres, bah, comme je vous le dis toujours, superposez ça sur votre carte du ciel. Voyez dans quelle maison ça se passe. Bon, il est manifeste que ceux qui ont des ascendants scorpions là, deuxième décan ou taureau là, bah, ça se fait pile sur votre ligne d'horizon. Hein, donc vous allez être particulièrement sensible à cette prochaine pleine lune. Hein, c'est clair. Hein. Idem si vous avez le méridien, le milieu du ciel et le fond du ciel,
dans les 15 degrés, hein, 15-16 degrés, bah, ça va jouer au niveau professionnel et au niveau familial, vie extérieure, vie intérieure. Donc là aussi, vous allez être particulièrement concerné. Idem pour ceux qui ont des planètes qui se concentrent dans les 15, 16, 17 degrés du Scorpion et du Taureau. Hein. Voilà. Si vous avez une Vénus qui est là, bah, ça va concerner votre vie amoureuse, votre vie amicale, votre vie créative, etc., etc. Après, vous développez symboliquement par rapport à la planète qui se trouve à être présente sur ces degrés. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité, de vos messages que vous m'envoyez et qui me font toujours très très plaisir. Voilà, n'hésitez pas à mettre j'aime si vous avez apprécié, à partager la vidéo si vous estimez devoir le faire. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et également à mon site internet. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.